Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne, vous trouvez ça ennuyeux, compliqué, vous êtes au bon endroit, vous allez voir que cela peut être passionnant. Oui, promis. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Bonne écoute. Des éclairs de feu dans la nuit. Des explosions. Ce sont ces bruits sourds d'un autre temps qui ont réveillé les Ukrainiens. Souvenez-vous, c'était le 24 février 2022 et nous apprenions, pour beaucoup au réveil et avec sidération, que Vladimir Poutine avait acté l'invasion complète de l'Ukraine et lancé une opération militaire spéciale. À ce moment-là, les bombes s'abattent même sur Kiev, la capitale. Il faut réagir dans l'urgence. Les dirigeants de l'Union européenne décident de se réunir lors d'un conseil exceptionnel pour évoquer ce qu'ils décrivent comme une agression de la Russie et décider de sanctions contre Moscou. Alors même s'il faut rappeler qu'il y a eu une escalade des actes et des prises de parole avant cette nuit de bascule, beaucoup de dirigeants sont tout de même sidérés. Écoutez Charles Michel, le président du Conseil européen. Nous sommes réveillés ce matin sur le continent européen avec un monde différent, un monde dans lequel l'ordre fondé sur des règles est ébranlé, est agressé. La journée du 24 marquera un changement de paradigme, qui va même mener à une bifurcation historique. Le 27 février, 3 jours plus tard, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, fait cette annonce. For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. This is a watershed moment. Pour la première fois, l'Union européenne financera l'achat et la livraison d'armes et d'équipements à un pays attaqué. C'est un moment charnière, ajoute-t-elle. Pourtant, cette décision était loin d'être une évidence, même quelques jours avant l'invasion. Ça fait plusieurs mois que l'Ukraine voit des troupes russes amassées à ses frontières. Agnès Faure est journaliste sur les questions de géopolitique et de défense pour Bruxelles 2. Il y avait déjà des pays qui lui envoyaient du matériel, mais c'était principalement des pays de l'Est, qui ont déjà une politique à l'égard de la Russie, une ligne assez ferme. Ils envoyaient un peu des petits calibres, tout ça. Et donc il y avait aussi du côté des alliés de l'OTAN, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. Certains pays et les pays de l'OTAN. Vous le voyez côté européen, à part certains pays de l'Est, on est bien loin d'une décision commune pour livrer des armes. Et certains qui encore 2-3 jours avant, même le soir de l'invasion, qui voulaient pas en envoyer, qui disaient que c'était pas à l'ordre du jour, tout ça. Xavier Bettel, le Premier ministre du Luxembourg, a d'ailleurs été interrogé à son arrivée au Conseil européen le soir de l'invasion, et voici sa réponse. Don't ask Luxembourg to send weapons. We don't produce them, and even the fact is, Europe could be pressuring big manufacturers of weapons. They could be doing it through NATO. For me, the most important for the moment is to help also the population, and it's not with weapons that we will help them firstly. So I would like to be able, to be able to find common solutions about humanitarian aid. That's what Ukrainians are waiting for. Thank you. Au cas où, je vous fais la traduction. Ne demandez pas au Luxembourg d'envoyer des armes, nous n'en produisons pas, dit-il. Je pense que la chose la plus importante à faire, c'est d'aider la population. Et ce n'est pas avec les armes que nous allons les aider. Je suis pour l'envoi d'une aide humanitaire coordonnée. C'est ce que les Ukrainiens attendent. Mais finalement, la guerre aux portes de l'Europe fait vaciller toutes les certitudes, toutes les positions des chefs d'État. Au niveau des pays européens, ce qui a vraiment changé depuis le 24 février, c'est qu'ils se sont rendus compte pour beaucoup que la guerre était là, que c'était une réalité. Il y a comme aussi beaucoup de dirigeants européens qui l'ont jamais connu. Et il y en a qui justement l'ont connu. Donc en fait, chez chacun, ça provoque un peu un électrochoc.
Le soir de l'invasion, les dirigeants de l'UE ont aussi pu échanger par visioconférence avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui leur a clairement dit qu'il leur parlait peut-être pour la dernière fois. Une conversation qui bouleverse les leaders. En sortant pour parler à la presse, Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a encore les larmes aux yeux. Muy difícil, muy emocionalmente cargada de sentimientos. C'était une conversation très difficile, dit-il, très émouvante. Les jours passent ensuite et certaines nations changent d'avis, et même de paradigme pour certaines. Ils ont été pris de court, ils ont été surpris, ils se sont rendus compte de la réalité que c'était la guerre sur le sol européen concrètement. Et qui, voilà, vraiment, ça a fait voler en éclats un certain nombre de principes. On l'a vu notamment pour la Suède, qui a décidé d'envoyer des armes létales à un pays en guerre, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 1939. Il y a aussi évidemment l'Allemagne qui a fait voler en éclats un certain nombre de tabous en matière de défense, et c'est d'autant plus intéressant que ce sont des choses qui sont faites sous un chancelier SPD, social-démocrate. Ils sont comme un peu plus réservés que si ça avait été le gouvernement de Merkel, par exemple. Mais voilà, tout ça pour illustrer que vraiment il y a eu un changement. Le Parlement allemand vote un budget de 107 milliards d'euros pour moderniser l'armée face à la menace russe. Le texte comprend aussi la création d'un fonds spécial pour les achats militaires qui permet également à Berlin de répondre à la demande de l'OTAN, qui est qu'un pays doit consacrer 2% de son PIB à la défense, un critère que l'Allemagne ne remplissait pas pour l'instant. Mais elle n'est pas le seul pays. Le Premier ministre du Luxembourg, souvenez-vous, qui disait « Ne nous demandez pas d'envoyer des armes », change d'avis 4 jours après l'invasion. Son ministre de la Défense a présenté un plan pour pouvoir envoyer des armes, et donc ça y est, c'est bon, c'est fait. Au-delà de l'électrochoc, il y a une chose qui a pu favoriser ce changement d'avis. Quelque chose qui a pu faciliter à prendre ces décisions, c'est aussi le fait de déclencher la facilité européenne de paix, et de le déclencher surtout pour la livraison d'armes létales à un pays tiers. Facilité européenne pour la paix. Pour ne pas vous perdre, on va reprendre les choses doucement. Ursula von der Leyen a annoncé que l'Union européenne allait acheter des armes en commun pour la première fois. Là, je vous vois en train d'imaginer Ursula avec son caddie en train de faire son marché chez Dassault, mais ça ne se passe pas vraiment comme ça. En fait, ce sont les pays de l'Union européenne qui achètent eux-mêmes leurs armes ou qui les prennent dans leur propre stock, et l'Union européenne les rembourse en utilisant un instrument un peu hors budget qui existait déjà, mais qui n'avait jamais été utilisé pour cela, la Facilité européenne pour la paix. C'est un instrument budgétaire qui est destiné à financer, donc à aider au financement des opérations extérieures de l'UE, et à financer aussi des aides aux pays tiers, mais ça n'impliquait pas d'équipement létal, justement. Et donc, c'est pour ça que là, c'est la grosse nouveauté qui a été permise en fait à la faveur de l'invasion russe, c'est de décider de prendre vraiment une somme pour envoyer des équipements létaux. Et c'est vraiment ça qui s'est jamais vu en fait côté Union européenne en fait. Alors, il y a quelque chose que je trouve quand même assez dingue, c'est qu'il faut l'unanimité pour accepter d'envoyer des armes. Ça veut dire que les 27 ont peut-être vraiment tous changé d'avis en quelques jours. On l'a vu avec la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne dans le dernier épisode, mais on a aussi vu que ça n'avait pas beaucoup d'impact à court terme. Là, on parle quand même d'envoyer des armes de la part de pays qui, pour certains, n'ont pas du tout envie de mettre un orteil dans le conflit. Oui, ça a été fait à l'unanimité. Après, ils sont d'accord pour déclencher, ça veut pas dire que tout le monde va envoyer des armes. Et c'est aussi pour ça, là, dans l'enveloppe qui a été débloquée, en fait, il y a aussi eu, c'est 500 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, et c'est 450 millions pour le létal et 50 millions pour le non létal, ce qui permet notamment aux pays neutres de quand même fournir une aide à l'Ukraine, parce que ça, tout le monde est d'accord pour le faire, pour le coup. L'Autriche, par exemple, qui est neutre, a décidé d'envoyer des casques pour protéger les civils. C'est sa contribution. Une petite précision sur les chiffres que donne Agnès. Quand nous avons enregistré l'épisode, on n'en était qu'à la toute première tranche d'aide. Depuis, il y en a eu d'autres,
toujours sur le même principe, 90% pour le financement d'armes létales et 10% de non létales, comme des casques. Il y a un changement de paradigme sur les armes, mais aussi sur l'adhésion de l'Ukraine. Je vous en ai parlé dans les 2 précédents épisodes. Eh bien, il faut savoir que le soir de l'invasion, 2 pays ont décidé de planter les graines de cette demande d'adhésion dans la tête des autres leaders, 2 pays qu'on n'attendait pas forcément ensemble sur ce dossier. Ce qui s'est passé, c'est que le Premier ministre polonais et le Premier ministre slovène sont arrivés en ayant coécrit une lettre qui demandait l'adhésion de l'Ukraine avant 2030. En fait, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que il y avait le Premier ministre slovène, Janez Janša, qui co-signait. Et parce que le Polonais, en fait, Mateusz Morawiecki, il signe ça, c'est constant avec la ligne, la politique étrangère de son pays. Mais on aurait plutôt pu imaginer qu'il le co-signerait avec le lituanien, par exemple, parce que ils ont une histoire avec l'Ukraine un peu plus importante que la Slovénie, qui a priori est moins concernée par les affaires ukrainiennes. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est plus parce que ce sont des leaders, Janša et Morawiecki, qui ont connu la guerre aussi dans leur pays, qui savent vraiment ce que c'est. Donc il y a vraiment en fait ce côté psychologique là, tout simplement, qui fait que parfois les leaders vont prendre des décisions, parce qu'il y a aussi leur histoire personnelle qui rencontre l'histoire européenne d'une certaine manière. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je pense qu'il faudra en refaire un, peut-être un petit peu plus tard, avec un peu plus de recul, sur les livraisons d'armes effectives. Merci à Agnès Faure pour son éclairage précieux. Et comme d'hab, en attendant le prochain épisode, vous pouvez trouver le podcast sur Twitter et sur Instagram. À très vite!